Coucou mes amis, c'est Pavel et le projet Mind Cash et vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. C'est le dimanche, comme tous les dimanches, nous sommes ensemble pour parler de la bourse, de ce qui s'est passé cette semaine qui était très animé. Je pense que cette vidéo sera intéressante parce qu'il y a des choses graves qui se passent sur les marchés financiers. Les marchés baissent, les marchés chutent même. Il y a beaucoup d'hésitations, beaucoup d'incertitudes. Donc on va analyser tout ça ensemble aujourd'hui. Je propose d'organiser ce café de dimanche un petit peu différemment parce que il y a beaucoup de questions qui se posent, parfois les questions contradictoires. Tous ces aspects impactent de telle ou telle manière les marchés financiers et je propose de faire cette vidéo sous une forme d'un dialogue entre vous et moi qu'on va continuer certainement dans les commentaires à cette vidéo pour déterminer en fait où, selon vous et selon moi, vont aller les marchés dans les prochaines semaines. Je vais vous présenter ma vision des choses. Je vais vous poser la question quelle est la vôtre. Donc on va analyser comme d'habitude en se basant sur les trois piliers Mind Cash. Le pilier l'analyse macroéconomique qui affecte énormément les bourses actuellement. Le pilier fondamental, je vais vous d'ailleurs parler d'un des secteurs qui a beaucoup souffert ce dernier temps et c'est un secteur qui est particulièrement intéressant à mon avis pour ceux qui veulent vivre des dividendes en bourse. C'est un secteur très orienté rentier. Bon, je vais garder le suspense un petit peu. Et évidemment, on va regarder l'analyse technique, parce que l'analyse technique, quand même, ça nous aide beaucoup, même si parfois ça génère des faux signaux. Parfois, on peut avoir des différentes visions sur telle ou telle configuration technique, mais dans tous les cas, pour se projeter, il faut des éléments, il faut que des avis se rencontrent pour trouver une stratégie la plus adaptée à la situation actuelle. Au début de cette vidéo, je vais vous rappeler que j'ai lancé hier mon projet Mind Cash Premium. J'ai enregistré la vidéo qui va vous apparaître maintenant sur votre écran. C'est le projet des abonnements où maintenant je propose des différents screeners, beaucoup de screeners qui sont adaptés à des profils type d'investisseurs, les profils rentiers, le profil investisseur PEA, le profil d'investisseur bon père de famille que j'appelle Tranquille Biche. Et très prochainement, je vais également publier les screeners sur des stratégies particulières, notamment des short squeeze, les actions préférées des gérants, ceux qui achètent, ceux qui vendent, les insiders, etc. Donc il y a pas mal de choses que je commence à être publiées au sein de cet abonnement premium. Je vous laisse revoir cette vidéo de présentation de ce nouveau projet sur lequel je bossais ces derniers mois. Et bien sûr, tout le reste de projet Mind Cash sur YouTube, ça reste inchangé, ça reste comme on était toujours. On va continuer à travailler dans le même format que ça a été jusqu'à aujourd'hui. C'est juste qu'il y a un nouveau service en plus qui vous est proposé. Donc pour vous, ça ne change rien. Pour moi, il y aura juste beaucoup plus de boulot. Voilà, maintenant je vais commencer cette fois par le tableau de bord. Les marchés ont beaucoup baissé en fait cette semaine, c'est quelque chose à quoi je ne m'attendais pas malheureusement. On va voir pourquoi d'ailleurs ça s'est passé comme ça et pourquoi je pense que je me suis trompé dans la dernière vidéo de Café de Dimanche. Ensuite, ça concerne tous les marchés développés, donc on ne va pas faire la distinction entre le CAC 40 et S&P 500, malgré que les États-Unis s'en sortent beaucoup mieux actuellement dans ce contexte macroéconomique. Ça sera aussi le sujet de cette vidéo. Après, pour ceux qui sont optimistes, comme moi, donc on va avoir quelques indicateurs qui vont nous rassurer que le 10 ans américain n'est pas en train d'exploser, parce que si il y avait vraiment des gros risques sur les marchés, tout le monde chercherait des refuges. On voit que le dollar US, c'est quand même un refuge. Le cours de change tourne autour de la parité entre deux devises principales au monde. Le 10 ans américain au-dessus de 3%, ça m'inquiète un tout petit peu, mais pour l'instant ça reste calme. Donc il n'y a pas vraiment de risk-off généralisé. Cette absence de risk-off généralisé se confirme aussi sur le VIX. Vous savez, c'est intéressant, ça arrive assez rarement que les marchés ont chuté très fortement à la fin de la séance de S&P 500, mais pourtant le VIX est resté quasiment inchangé. Donc au niveau de 25,5, c'est un petit peu
plus que la moyenne, mais c'est quand même relativement faible par rapport aux données historiques de plus long terme. Donc, c'est quoi le VIX en fait pour ceux qui ne connaissent pas? C'est l'indice de la peur. Il est construit à partir des options sur le futur S&P 500. J'en parle dans le projet Option Invest qui était déjà lancé il y a un moment. Ce n'est plus ni moins qu'une stratégie straddle sur les futurs frontmans sur les options de futurs frontmans S&P 500. Voilà, en gros, ça nous indique la nervosité des marchés. Ça représente la volatilité actuelle de marché S&P 500. Et là, elle reste sur des niveaux raisonnables. Parce que là, si on était dans le monde risk-off généralisé, dans ce cas-là, le VIX serait déjà à 35, 40. Par exemple, juste pour vous donner une indication, quand on a monté jusqu'à 80 pendant les crises de subprime, c'est pendant la crise de Covid. Dans la crise de Covid, je ne me souviens plus exactement, mais en gros, c'était largement plus élevé. Donc, on n'est pas dans le cas de figure d'une panique boursière, même si les marchés baissent. Ensuite, je note la remontée des taux en Europe, très importante. Donc, on est au-dessus de 2% sur le 10 ans français, le fameux OAT, 3,8 sur l'Italie, c'est vraiment énorme. N'oubliez pas que l'Italie, c'est un pays extrêmement endetté. Donc, maintenant, pour refinancer leur dette, ils vont devoir payer beaucoup plus cher que c'était avant. Je vous rappelle qu'à un moment donné, quand on était tranquille biche, de point de vue monétaire, quand tous les taux étaient à zéro, les QI étaient à fond, Italie, elle, payait moins de 1% à un moment donné sur leur dette de 10 ans. C'était complètement fou. Je le disais déjà à beaucoup de reprises dans mes précédentes vidéos, que le taux à 10 ans qui était inférieur aux 10 ans américains, c'est juste n'importe quoi. Maintenant, on revient à la normale. Mais vous savez, ce qui est très important à comprendre aujourd'hui, que les marchés ne sont pas contents. Je sais, après le discours de Jerome Powell à Jackson Hole, ils ne sont pas contents. Pourquoi? Parce que nous revenons dans le monde normal. Et ça, c'est assez drôle comme phénomène. C'est que, grosso modo, avant, on vivait dans le monde de QI quand les banques centrales n'arrêtaient pas de pomper l'argent dans le système, et donc du coup ça décorrélait le monde financier, dont les bourses, par rapport au monde réel. Le monde réel n'allait jamais vraiment très bien depuis la crise de subprimes. On a eu des croissances, on a eu une période, on va dire, de accalmie, mais dans tous les cas, ça n'a jamais été fou. Donc on n'a jamais vécu des golden age économiques depuis cette période-là. Mais pourtant, la bourse, elle a vécu des golden age. Si vous regardez les graphiques à long terme, avant la crise de Covid, vous voyez que c'est la ligne droite, c'est une flèche droite vers la hausse. Vous pourriez investir de manière complètement bête, juste à acheter tout le temps le marché et vous seriez toujours gagnant. Maintenant, le monde change. Dommage pour les investisseurs en bourse, parce que maintenant, nous devrons faire preuve de notre capacité intellectuelle de analyser la macro, analyser les fondamentaux et de trouver la corrélation qui a été perdue entre les marchés et l'économie réelle. Maintenant, cette corrélation va revenir de plus belle et les marchés n'aiment pas parce qu'ils sont habitués à la drogue des QI. Maintenant, c'est plus le cas et Jerome Powell l'a confirmé à Jackson Hole que je ne vais pas revenir sur le QI pour le moment en tout cas. Et ça m'a beaucoup impressionné la réaction des marchés sur ce discours parce que tout simplement, Jerome Powell, il a dit que je vais faire mon boulot, je vais m'occuper de la régulation de la politique monétaire en fonction des réalités économiques. Les marchés n'ont pas aimé et ils ont chuté. Voilà, c'est comme ça que le monde fonctionne aujourd'hui. Comme je vous dis souvent que nous vivons dans le monde inversé, maintenant le monde devient de moins en moins inversé. Et nous commençons à regarder les choses de fond, analyser l'économie, comprendre ce qui se passe pour de vrai dans ce monde fou qui nous entoure. Je vais regarder tout de suite l'analyse technique. Juste pour information que maintenant, dans le cadre de ce projet Mind the Cash Premium, tous les mois, je publie ce que j'appelle une lettre mensuelle où je fais une grande article sur tout ce qui se passe dans l'économie. En gros, c'est les fameux trois piliers, c'est macro, je fais une grosse analyse de macroéconomie, avec la géopolitique. Désolé pour ceux qui n'aiment pas quand je parle de la géopolitique, mais ça, aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer. Ensuite, je fais l'analyse technique et aussi je fais la revue des différentes opportunités que j'ai dénichées dans les différents screeners qui sont accessibles dans le menu screener du site mindthecash.fr. Dans cette lettre mensuelle, justement dans le chapitre qui est consacré à l'analyse technique, j'ai évoqué 2 scénarios pour l'indice S&P 500 et je pense que c'est autour de ces 2 scénarios nous allons
maintenant déclencher notre dialogue. Et je vais vous présenter les deux situations dans lesquelles nous pouvons se retrouver dans l'avenir proche. Et nous allons essayer de mettre un petit peu les probabilités sur ces scénarios. Le premier scénario technique, ce que moi j'appelle positif. Pourquoi ce scénario est positif? Parce que selon ce modèle de correction ABC, aujourd'hui, nous trouvons dans le contexte d'une reprise des marchés. Donc évidemment, on s'est cogné contre la moyenne mobile de 100 jours et maintenant on est reparti à la baisse. Mais c'est vrai que la baisse de ces 2 dernières semaines commence à un petit peu m'inquiéter parce que ce scénario peut être invalidé. Et nous allons voir l'autre scénario qui est beaucoup moins optimiste et qui fait un petit peu peur, parce que nous avons cassé assez facilement la moyenne mobile de 50 jours et on a cassé le niveau que moi j'appelais dans les précédentes vidéos 4000, mais ce niveau en réalité il se trouvait sur 3975. En général je préfère d'arrondir parce que de toute façon, vous savez, le projet Mind the Cash c'est du trading aussi, mais ce n'est pas du scalping en fait, donc on n'est pas genre en point près. Donc quand je dis 4000, c'est plus pour avoir une orientation qui est plus facile à retenir. Ça a été assez confirmé en fait. Quand moi j'ai regardé comment le marché se comportait autour du niveau 3975, il y a eu beaucoup de trading. En fait, on avait vraiment du mal à franchir ce seuil, mais dès qu'on a franchi ce seuil, on a retombé directement sur 3925. C'est là où se trouve un autre niveau technique. Pour l'instant, on s'est arrêté là-dessus. Et pourquoi on s'est arrêté là-dessus? Parce que à la fin de la séance de vendredi, qui était plutôt positive, qui a démarré très bien. En fait, on a vers 2 heures avant la fin de la séance, on était en forte hausse. Et après, encore une fois, Gazprom elle a annoncé qu'ils vont pas démarrer le pipeline de Nord Stream, ce qui était prévu pour le 3 septembre, donc c'était prévu pour hier. Et finalement, ils ont dit non pour des raisons techniques, ils ne peuvent pas redémarrer en toute sécurité, entre guillemets. Donc ces problèmes se produisent pendant la pleine crise géopolitique en Ukraine, donc là il ne faut pas le répéter. Et l'actualité qui a tombé ce samedi matin, quand les marchés étaient fermés, que Gazprom, apparemment, vu qu'il n'est pas capable de lancer le gazoduc Nord Stream, il va fournir le gaz via le gazoduc qui passe par l'Ukraine. Et là, je suis extrêmement méga méfiant. Je pense que l'idée de Vladimir Poutine, c'est encore une fois faire de la politique pure. Je ne pense pas qu'il existe un problème technique au niveau de gazoduc Nord Stream, parce que c'est bizarre qu'il fonctionnait très bien pendant des années et des années, et spontanément, quand en pleine crise politique et juste avant l'hiver, quand tous les pays européens essayent d'alimenter leurs réserves pour se préparer à l'hiver compliqué, tout à coup, il arrête de marcher pour des raisons techniques. Et je pense que l'idée derrière, c'est qu'ils veulent envoyer le gaz à travers l'Ukraine, et après, ils vont utiliser un argument que l'Ukraine ne laisse pas passer le gaz. Et du coup, on va retomber dans le même scénario où l'Ukraine va dire que c'est la Russie va dire que c'est l'Ukraine, et ça, c'est un cercle vicieux, en fait, où Vladimir Poutine a comme objectif, et là, on va passer sur la géopolitique, de se mettre autour de la table avec éventuellement Zelensky et les leaders européens et américains. Donc juste pour vous donner un tout petit peu du contexte, c'est que maintenant Vladimir Poutine a des grosses difficultés avec la guerre en Ukraine. Les Ukrainiens, ils ont commencé leur contre-offensive à Kherson, comme vous avez certainement entendu parler dans les médias généralistes. C'est quelque chose que j'ai déjà parlé les précédentes semaines. Il y a quelques semaines, je vous ai dit que très probablement vers fin septembre, les Ukrainiens vont reprendre Kherson. C'est très important de comprendre que Kherson a été vendu à la population russe comme la plus grande victoire de cette guerre. C'est vrai que les autres grandes villes qui ont été prises par l'armée russe, elles étaient complètement détruites. Donc c'est la seule ville entière qui a été prise pendant les premiers jours de la guerre, suite aux trahisons des gouvernements locaux qui sont passés de côté Poutine. En fait, ça, c'était la stratégie de Vladimir Poutine initiale, qu'il pensait que ce phénomène va se produire dans toute l'Ukraine. Dès qu'ils vont rentrer avec l'armée, les villes vont commencer à se rendre très facilement, et il y aura les services secrets qui vont fonctionner sur le terrain en Ukraine, et il s'attendait que la plupart des grandes villes vont se rendre très facilement à l'armée russe. Ça ne s'est pas passé comme ça n'est pas du tout passé comme Vladimir Poutine attendait.
Mais en revanche, la seule ville où ça s'est passé comme ça, c'est Kherson. Et maintenant, si les Ukrainiens reprennent le Kherson, c'est un énorme problème politique interne avant tout pour Vladimir Poutine parce qu'il aura du mal à vendre à la population russe cette défaite. Voilà, donc ça, c'est très important à comprendre que l'enjeu, ce n'est pas juste reprise d'une ville. C'est pas une ville comme les autres, c'est la seule victoire notable de Vladimir Poutine dans cette guerre. Donc ça, c'est très important. Maintenant, je retourne sur ce modèle technique, c'est que maintenant, vu que Vladimir Poutine il recherche les moyens de se mettre autour de la table, de forcer les Occidentaux de se mettre autour de la table avec lui, au jour actuel, la Russie il est complètement exclue de tout le dialogue international et Vladimir Poutine il souhaite de revenir dans ce dialogue international et c'est la raison pourquoi, je pense, encore une fois c'est mon avis, pourquoi il a décidé de se rendre personnellement pour le G20 au Bali qui aura lieu en novembre. Mais jusqu'à novembre, il y a encore plusieurs mois et pendant ces plusieurs mois, il risque de perdre déjà Kherson et probablement d'autres villes. Donc d'ici novembre, il n'est pas du tout sûr qu'il pourra attendre, qu'il pourra tenir. Donc quels sont les moyens de Vladimir Poutine pour se mettre autour de la table? C'est soit couper le gaz, soit créer une catastrophe nucléaire sur la centrale, soit, si vous voulez, frapper sur un des pays de l'OTAN et ça va déclencher la Troisième Guerre mondiale où la Russie va perdre très rapidement. Bon, tout le monde va perdre parce que si la Russie va commencer à utiliser les armes nucléaires, donc ça c'est vraiment un scénario un peu trop noir pour en discuter. Et je pense que si ce scénario se réalise, on aura d'autres ennuis que l'analyse technique, la bourse, moyen de cash premium, etc. Je pense que les deux scénarios qu'on doit considérer sérieusement, c'est le scénario justement de la coupure énergétique pour cet hiver, parce que ça obligera dans tous les cas de parler à Vladimir Poutine, même s'il n'est pas du tout recevable maintenant. Et deuxième cas, qui est quand même beaucoup plus costaud, c'est de créer une catastrophe nucléaire sur la centrale. Mais je pense qu'il essaie d'éviter, parce qu'évidemment, l'impact sera en Russie également. L'Ukraine, c'est très proche à la Russie. Et donc forcément, la Russie va être touchée également par les conséquences de cette catastrophe. Ce qui reste, en gros, effectivement, c'est le scénario de coupure du gaz pour l'hiver. Donc ça va nous toucher tous, ça va toucher moi, ça va toucher vous. Et c'est le scénario de base que moi, à mon avis, je peux utiliser comme scénario de base dans mon analyse macroéconomique des marchés. Voilà, donc ça c'est la première question que je vous propose pour le dialogue aujourd'hui. Je vais peut-être lancer un sondage sur le site, soit sur le site Mind the Cash, soit sur YouTube, parce qu'il y a un moyen de faire le sondage sur YouTube, pour justement répondre à ces questions. Donc la première question que moi je vous pose, donc là on va en discuter dans les commentaires, est-ce que vous voyez d'autres scénarios où Vladimir Poutine aurait pu de se mettre autour de la table avec les Occidentaux, ou bien vous voyez éventuellement que les chances de victoire pour lui militairement sont encore présentes. Et les chances existent d'ailleurs, parce que s'il déclare une mobilisation nationale, dans ce cas-là, il a toutes les chances de gagner dans la guerre en Ukraine encore. Mais c'est une décision politique extrêmement forte, c'est une décision politique qui aura beaucoup de conséquences, parce qu'aujourd'hui, en Russie, ceux qui soutiennent la guerre, souvent c'est la génération de 50-60 ans, ceux qui sont plus jeunes soutiennent beaucoup moins la guerre, et souvent même ceux qui soutiennent la guerre et ceux qui sont jeunes, ils préfèrent de voir ça à la télé que de participer sur le terrain. Donc dès qu'ils seront obligés de se rendre sur le terrain, je pense que leurs avis vont changer très vite. Donc du coup, pour moi, je pense que je suis assez hésitant. Après, je ne sais pas s'il osera, Vladimir Poutine, d'annoncer la mobilisation nationale. Ça va être très compliqué, parce que vraiment, politiquement, et ça risque qu'il y ait un complot contre lui. Ça sera vraiment des conditions parfaites pour une révolution, grosso modo. Voilà, c'est ça les situations en Russie. Vous savez que moi, je suis d'origine russe, je parle parfaitement russe, c'est ma langue maternelle, et je partage avec vous les informations que j'ai entre les mains par rapport à ce conflit. Et ce conflit, il est super important pour comprendre les bourses, parce que vous voyez comment le marché réagit à une seule annonce de Gazprom de ne pas reprendre les approvisionnements de gaz. Et évidemment, ça, c'est lié à la guerre en Ukraine, donc ça, c'est lié aux relations entre la Russie et l'Occident.
Comme je vous dis depuis le 24 février dernier, c'est que cet événement est le plus important pour les marchés cette année, et pas que pour les marchés. Voilà, donc du coup, si je reviens à ce modèle technique, donc maintenant, si on est optimiste, on est dans un mouvement de la reprise des bourses, et cette baisse, on peut considérer comme une fausse alerte. C'est possible honnêtement, parce qu'il y a eu deux phénomènes qui se sont coïncidés. C'est le discours de Powell, qui, je pense que les marchés ont surréagi par rapport à ce discours. Et les conséquences de cette surréaction a été amplifiée par la coupure de gazoduc par Gazprom. Et maintenant, vu qu'on n'a pas de date butoir, ça va être très compliqué pour les marchés à la réouverture la semaine prochaine. Donc dites-moi dans les commentaires comment vous le sentez. Est-ce que vous sentez que c'est un des risques majeurs pour les bourses dans les jours à venir? Moi, je pense que c'est le cas. Parce que moi, je pense que Vladimir Poutine, aujourd'hui, à défaut de réussir militairement en Ukraine, commence à tenter justement cette piste de chantage gazier, donc ce qu'il a déjà fait. En fait, juste pour vous rappeler que dans les années 2000, il l'a déjà fait avec l'Ukraine même. Vous pouvez trouver assez facilement les articles sur Wikipédia par rapport à cette guerre de gaz entre l'Ukraine et la Russie. Donc, utiliser le gaz comme une arme géopolitique, c'est pas nouveau pour Vladimir Poutine. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a bien testé auparavant. Et même si pour nous, en Europe, ça me paraît nouveau, ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est déjà quelque chose qu'il a fait dans le passé. Donc du coup, je ne serais pas étonné que vraiment pendant la période hivernale, quand il a le plus besoin, on a le plus besoin de gaz, il sera coupé, et l'objectif de créer une instabilité politique au sein des pays d'Europe, ce qui est déjà un peu le cas avec les prix du gaz, avec les prix de l'électricité qui s'en écoulent. Et maintenant, du coup, je pense que ça va être la variable du marché principale à la réouverture de la semaine prochaine. Mais de point de vue technique, encore une fois, je vous rappelle qu'il y a beaucoup de liquidités, il y a beaucoup de gérants qui veulent se positionner à ces niveaux-là. Donc on doit bien se préparer à la volatilité, parce qu'à moindre bonne nouvelle sur la crise gazière, les marchés vont reprendre très fortement et ils vont réagir sur les communications de la Russie jusqu'au moment que cette crise ne soit pas intégrée dans les cours de bourse. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on sait qu'il y aura des problèmes du gaz, mais on ne sait pas quelle l'ampleur des problèmes on aura pour cet hiver. Donc, est-ce que ça sera la coupure totale? Le marché ne presse pas aujourd'hui ce scénario. Le marché aujourd'hui presse le scénario où il y aura des perturbations de livraison du gaz en provenance de la Russie. C'est pour ça qu'on fait beaucoup attention dans les articles économiques aux accumulations des réserves par des différents pays d'Europe. Donc du coup, pour moi, je ne pense pas qu'il faut surréagir non plus sur ces actualités, parce que c'est partiellement au moins pressé par les marchés. Et si effectivement le pire des scénarios qui arrive, que la coupure totale de gazoduc Nord Stream, effectivement, ça permettra de justifier encore une suite de la correction, mais ça devrait normalement rester une correction raisonnable. J'ai un petit peu du mal à dire comment cette actualité de reprise des livraison du gaz à travers l'Ukraine va être interprétée par les marchés financiers. Je ne pense pas que ça sera une très bonne nouvelle. Donc du coup, à l'ouverture des marchés, on risque de casser à nouveau ce niveau de 3925. C'est vraiment ce risque, il est bien présent, parce que vous voyez, les volumes, si on regarde les volumes, que cette baisse a eu lieu avec beaucoup de conviction. Il y a aussi un petit peu le phénomène de la rentrée, que beaucoup d'investisseurs rentrent et ils ont mis en pause un peu leur stratégie pendant les vacances, même si je n'ai pas tendance de surexagérer ce phénomène, parce qu'aujourd'hui nous vivons dans un monde très dynamique, dans un monde très informatisé, donc ce phénomène de partir en vacances est de moins en moins présent sur les marchés liquides. Pour moi, il n'est pas impossible qu'à réouverture des marchés le lundi, on va casser ces niveaux de 3925, même niveau de 3900 plus ou moins, pour aller tester les plus bas de cette année. Les plus bas, je vous rappelle, se trouvent à 3600. Bon, ça ne va pas se faire en ligne droite, j'espère, mais il y aura des reprises. Mais ce scénario existe. Donc pour moi, on peut encore aller faire ce mouvement. Donc pour moi, on peut encore faire ce mouvement baissier jusqu'à les plus bas de l'année. Mais par contre, dans le contexte d'actualité que nous avons aujourd'hui, je ne vois pas les marchés plus bas que 3600, c'est déjà pas mal, donc ça va être vraiment pénible pour nos portefeuilles. Vous êtes long, bien évidemment. Mais par contre, hors situation
particulière, or un Black Swan qui pourrait arriver en cette année, quelque chose à quoi on ne s'attend pas, genre par exemple la catastrophe nucléaire sur la centrale, notamment parce que ça c'est pas du tout pricé. Donc, mais si ça arrive malheureusement, dans ce cas-là, effectivement on peut casser même les niveaux les plus bas de l'année. Et en parlant de ces Black Swan et des scénarios noirs, on peut effectivement rentrer dans le scénario que je décris dans mon article mensuel, que moi je considère comme un scénario très négatif, très pessimiste. C'est quand on va aller chercher les plus bas de la crise du Covid, ou proche, parce que dans ce cas-là, la correction ABC, elle est beaucoup plus large. Donc cela veut dire que nous avons fait uniquement la vague AB, et la vague BC ne fait que commencer. Donc dans ce cas-là, effectivement, ça va nous ramener vers des plus bas très très lointains qui font peur évidemment pour ceux qui sont low. Mais encore une fois, pour que ce scénario tragique, je peux le dire, se réalise, il faut qu'il y ait des événements qui pourraient justifier ce mouvement baissier énorme. Donc voilà, la première question que je vais vous poser, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre avis par rapport à ces deux scénarios? Est-ce que vous êtes plus pessimiste? Est-ce que vous êtes plus optimiste? Et si vous êtes pessimiste, où vous voyez le Black Swan qui pourrait expliquer le mouvement baissier plus profond? Moi, pour le moment, je reste dans un camp des optimistes. Je pense que cette crise gazière, ça va nous énerver pendant un certain moment. Après, ça va être pricé à un moment donné. Encore une fois, ça va donner beaucoup d'opportunités pour les énergies renouvelables. La transition énergétique devra se faire bien plus rapidement que c'est prévu. Bon, forcément, pour cet hiver, on n'a rien, donc on n'a rien à part le gaz russe. On n'est pas prêt pour la coupure de gazoduc intégrale. Donc la Russie arrête complètement les livraisons du gaz. On n'est pas prêt, il ne faut pas s'imaginer autre chose que ça. Parce que certains analystes ils disent que voilà, les réserves sont pleines et donc du coup on va passer l'hiver. Non, on ne va pas passer l'hiver parce qu'encore une fois, comme je vous ai dit dans la précédente café de dimanche, c'est que les réserves, elles servent pour rendre le marché du gaz stable. Donc ce n'est pas pour fournir le gaz pour toute l'Europe. En fait, il n'y aura pas assez dans les réserves pour alimenter toute l'Europe en gaz, même s'ils sont à 100% remplis. Aujourd'hui, je crois qu'ils sont à 80% remplis en France. En Allemagne, un petit peu moins, mais en tout cas largement en avance par rapport au stockage du gaz traditionnel pour cette période de l'année. Voilà, et dans mon article mensuel, j'ai également fait l'analyse technique du CAC 40. Et là, nous allons arriver au sujet que moi je trouve très important, que un peu comme pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce sont les États-Unis qui ressortent renforcés après ce conflit. Donc l'Europe, elle va payer le plan de la crise ukrainienne. Donc c'est déjà le cas. Donc c'est nous qui nous allons subir en premier lieu, évidemment, toutes ces batailles avec Gazprom. Et les États-Unis, ils sont non seulement autonomes de point de vue énergétique, mais ils sont surtout excédentaires. Donc ils sont capables de vendre le gaz à l'étranger. Et le pétrole aussi, c'est le premier producteur au monde. Je crois que ce soit l'Arabie Saoudite, soit les États-Unis. Je crois que c'est les États-Unis. Et donc, du coup, pour eux, c'est vraiment un jackpot. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans la situation où les États-Unis sont beaucoup plus attractifs économiquement que l'Europe. On dit souvent ça, en fait. D'ailleurs, finalement, quasiment tous les ans, on répète la même chose, que dès qu'il y a une crise, c'est toujours les États-Unis qui ressortent renforcés. Donc, c'est un peu dommage pour nous, en étant en Europe, mais malheureusement, c'est la réalité dans laquelle nous vivons en ce moment. Les États-Unis sont très loin, ils sont souvent ne pas touchés par des conflits européens, et pourtant, comme on voit, ils arrivent, malheureusement. Et donc, certaines sociétés, comme par exemple Cheniere, qui est un spécialiste de LNG aux États-Unis, maintenant, ils battent les records tout le temps en bourse. Pourtant, l'entreprise, fondamentalement, n'est pas super intéressante. Elle est beaucoup moins intéressante que les entreprises énergétiques européennes, comme Total Energy, comme BP, etc. Et même les entreprises qui sont spécialisées dans le GNL. Cette entreprise, elle est valorisée vraiment d'une somme stratosphérique. Et moi, j'avais ces actions, moi je les ai déjà vendues un peu trop tôt, même largement trop tôt. C'était un très beau profit sur cette action de Cheniere, mais dans tous les cas, les États-Unis en profitent largement. Donc aujourd'hui, être sur le marché américain, malgré le cours euro-dollar qui n'est pas du tout attractif, moi je trouve un petit peu plus sécurisant si vous cherchez de la sécurité justement. Et si je retourne sur l'analyse de CAC 40,
qui est dominé beaucoup moins par les valeurs technologiques, comme c'est le cas pour S&P 500 et surtout Nasdaq. Donc dans le CAC 40, évidemment, l'influence est énorme, pas de Total Energy, Sanofi, mais aussi des bancaires, parce que la structure de CAC 40, elle est beaucoup plus value, si vous voulez, et beaucoup moins croissance. Et donc, après, ça dépend comment les choses vont se dérouler. Si le marché va voir une inflation encore plus importante, dans ce cas-là, on va retrouver l'appétit vers des valeurs value, et donc le CAC 40 peut avoir un petit peu quelques bénéfices de point de vue boursier. Mais encore une fois, mes amis, je vous répète encore une idée que j'ai déjà évoquée dans mes précédentes vidéos, qu'aujourd'hui, nous n'avons pas d'alternative au marché d'actions. Et ça donne vraiment un énorme avantage à ce que nous faisons ici, c'est que les marchés d'actions qui ont été toujours vus comme une alternative au placement, comme une alternative au marché obligataire, aujourd'hui me paraissent plus intéressants et surtout moins sécurisés. C'est complètement contradictoire par rapport à la théorie économique, parce que c'est vrai que si vous aurez les livres, tout le monde va vous dire que sur les mêmes classes d'actifs, si vous investissez dans des obligations ou dans des actions, forcément vous prenez moins de risques quand vous investissez dans les obligues, parce que l'émetteur ne paye pas son capital uniquement dans le cas d'une faillite, qui est évidemment bien moins probable. Mais aujourd'hui, certaines actions ont des profils de risque très similaires. Par exemple, c'est l'action Apple, c'est un exemple parfait quasiment, que j'ai l'impression que c'est pas les investisseurs qui achètent cette action, mais c'est surtout les gens qui veulent juste placer leur argent. Après, je ne suis pas là pour juger que l'action Apple, c'est la plus adaptée pour ce type de placement, mais dans tous les cas, si on regarde les profils boursiers, les profils de risque de ces entreprises, comment, on va dire, les différents intervenants des marchés se comportent par rapport à ce titre, on voit le comportement qui ressemble beaucoup au comportement des épargnants et pas le comportement des investisseurs. Voilà, la deuxième question que je voudrais vous poser après cette vidéo, c'est: est-ce que vous voyez l'alternative au marché d'actions? Est-ce que vous pensez que le marché obligataire, il faut oublier et passer entièrement sur le marché d'actions? Parce que, je vais vous dire encore une fois ma fameuse phrase, est-ce que c'est plus intéressant d'investir dans l'action Microsoft ou Apple, ou investir dans la dette italienne? Pour moi, la réponse est claire. Pour vous, je n'en sais rien. Voilà, ça c'est la deuxième question que je vais vous poser aujourd'hui. Et si c'est le cas, dans ce cas-là, ça change toute l'architecture du risque d'investissement, parce que les actions remontent dans une catégorie beaucoup moins risquée, et forcément, il y aura beaucoup plus de capital qui vont s'y diriger. Et si c'est le cas, dans ce cas-là, toutes les pricing qu'on va aujourd'hui, qu'on considère comme normal, typiquement le fameux ratio price earning, PER, et donc là, du coup, on va se permettre de voir les PER beaucoup plus élevés, ils vont devenir normaux. Et donc, dans ce contexte, je veux vous dire que certaines actions qui sont aujourd'hui cotées à des PER vraiment dérisoires, mais comme typiquement les minières, et d'ailleurs ça c'est aussi, il y avait un article sur mon blog, que les sociétés comme Rio Tinto, comme BHP, comme Vale c'est un peu plus délicat parce que c'est quand même brésilien, c'est des pays émergents, donc il y a d'autres phénomènes de risque qui affectent les cours. Eramet également, qui est éligible au PEA. Ces actions sont aujourd'hui cotées à la casse, mais vraiment à la casse. Pour Eramet, par contre, il faut faire beaucoup attention, parce que si vous regardez le PER, elle va être à 2 ou à 3, donc ça peut faire rêver. Mais par contre, si vous regardez le forward, il est bien plus élevé, donc il est dans les 12 ou 13, je ne sais plus exactement. Mais dans tous les cas, faire attention par rapport aux prévisions des analystes, et pas uniquement par rapport aux données passées. Ça, c'est vraiment une erreur à ne pas faire quand vous faites l'analyse fondamentale d'une entreprise. Donc du coup, pour moi, Eramet, je ne suis pas positionné pour le moment, et il m'intéresse un petit peu moins que les actions comme Rio Tinto ou BHP. Pour finir l'analyse technique de CAC 40, je pars quand même du principe que l'Europe va être à la traîne par rapport aux États-Unis, et donc on ne peut pas nécessairement compter sur le même sentiment positif en Europe pendant cette crise gazière que les espoirs de la reprise des marchés aux États-Unis. Donc pour moi, il est très probable qu'effectivement les indices européens, dont CAC 40 fait partie, peuvent aller beaucoup plus loin. Et ici, de point de vue technique, l'image elle est bien plus claire, parce qu'on a clairement un mouvement A que vous voyez sur votre écran, le mouvement B de la reprise. Ici, il y a beaucoup moins de doutes que quand on a vu tout à l'heure sur les indices américains. Et donc, si on part de ce principe-là, donc la vague baissée doit être bien plus longue que la première vague de baisse, et on devrait aller beaucoup plus bas sur le CAC 40. Pour quelle raison, je n'en sais rien. Et si ce scénario se produit,
Dans ce cas-là, on va vivre dans un contexte d'une décorrélation très importante entre les marchés européens et les marchés américains. Dites-moi dans les commentaires, c'est une troisième, je ne sais plus quelle question que je vous pose aujourd'hui, parce que j'aimerais bien avoir un dialogue après cette vidéo. Est-ce que vous pensez que nous allons vivre très prochainement dans les marchés d'actions qui seront beaucoup moins corrélés entre les États-Unis et l'Europe? Je pense que c'est très probable. Ce n'est pas pour le moment mon scénario de base, parce que pendant des années, quoi qu'il en arrive dans ce monde, on suivait toujours les États-Unis du point de vue boursier, mais n'oubliez pas que pendant toutes ces années, on vivait aussi dans un contexte des banques centrales très accommodantes, des taux à zéro, des QI de partout. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, les réalités économiques vont influencer beaucoup plus les marchés financiers, notamment les marchés d'actions, et donc on peut vivre une décorrélation plus importante entre les USA et l'Europe. Donc dans ce contexte, on peut s'imaginer que le CAC 40 ou le DAX ou SBF 120 vont baisser beaucoup plus et beaucoup plus profondément que les indices américains qui vont être vus par les investisseurs comme les marchés refuges. Dites-moi dans les commentaires si vous partagez cet avis. Je pense qu'aujourd'hui, l'argumentation est plutôt en faveur de ce point de vue. Voilà, et au début de cette vidéo, je vous ai promis de vous montrer un secteur qui a subi des fortes dégagements. C'est un secteur qui est très intéressant pour les investisseurs qui cherchent les rendements et qui cherchent de vivre avec des dividendes en bourse. Et c'est un secteur des foncières cotées. C'est vrai que les foncières cotées ont subi des dégagements très importants ces dernières semaines. Et dans le cadre d'abonnement premium, justement, je propose un screener des sociétés de foncières cotées par leur qualité de dette. Donc je vais vous montrer juste quelques exemples parce que la liste ici elle est très longue. Et donc dans ce tableau, A, cela veut dire ne pas la catégorie A, mais c'est les notations dans le segment de A. Vous savez, les agences de notation, c'est AAA, après c'est BBB, après c'est CCC, après il y a BB+, BB-, des choses comme ça. Donc il y a toute une hiérarchie des grades. En fait, du coup, je le mets soit c'est dans la catégorie A, soit dans la catégorie B, soit dans la catégorie C. Donc catégorie C, je ne liste pas ici parce que pour moi, c'est très risqué. C'est très important en fait quand vous investissez dans les foncières cotées. Ce que moi je trouve la meilleure stratégie, c'est d'investir de manière très diversifiée, parce qu'en gros ce sont des fonds immobiliers, donc vous n'avez pas exactement grand chose à analyser. En plus tous les chiffres économiques, en fait tous les bilans, etc., ce que vous allez voir sont très impactés par le phénomène d'amortissement. Grosso modo, seule chose que vous pouvez faire, c'est d'analyser la notation par les agences de notation de leur dette. Comme vous le savez, si vous avez déjà investi dans l'immobilier ou si vous avez acheté votre résidence principale, c'est que l'endettement, évidemment, c'est très important quand vous achetez de l'immobilier. Et pour l'analyser, le fonds immobilier, la première chose que vous devez regarder, c'est l'endettement et comment il contribue dans la création de la richesse. En fait, la création de la richesse, en fait, il n'y en a pas beaucoup, c'est juste des loyers, création plutôt des flux de trésorerie, on va dire. Et donc, pour moi, c'est très important. Moi, je fais tout simplement cette sélection par la qualité de la dette et j'essaie de voir une liste très longue. Plus vous êtes diversifié, mieux c'est. Vous pouvez diversifier aussi entre les pays. Il y a beaucoup de REIT, en fait, des foncières cotées qui sont américaines quand même, parce que c'est plus populaire là-bas. Souvent, ça fait partie des fonds de retraite aux États-Unis. Et souvent, ces fonds, ils versent les dividendes trimestriels. Donc chez nous, c'est super rare. Vous savez qu'en Total Energy qui verse les dividendes trimestriels, c'est presque une exception. Mais aux États-Unis, c'est très souvent que vous allez trouver les fonds immobiliers qui versent des dividendes trimestriels. C'est vachement pratique pour ceux qui veulent vivre des dividendes. Et certaines entreprises comme Realty Income, par exemple, que vous voyez sur votre écran, elles versent des dividendes même mensuels. Donc ça, c'est encore plus rare. Et je crois que Realty Income, c'est un des premiers REIT dans l'histoire. En fait, c'est vraiment très très gros. Et dans ce tableau, vous voyez que la troisième colonne, là, vous voyez 60, 100, 45, c'est la capitalisation en fait, c'est le market cap pour vous montrer, on va dire, la taille de ce fonds immobilier. Et plus il est grand en fait, quelque part, c'est plus il est sûr. Cette logique, elle fonctionne en fait pour les fonds immobiliers. Et pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce que vu qu'il y a eu une forte correction sur ce marché, vous pouvez prendre n'importe lequel. Par exemple, je vais prendre Prologis qui est deuxième, c'est un des plus gros au monde également. Et là, vous voyez sur votre écran que la baisse qu'il a subi, il est quand même très important. Donc là, on est passé à 140 presque jusqu'à 120. Donc on a perdu quand même pas mal, autour de 15-20% sur ce titre.
Et il faut toujours comprendre que ce ne sont pas des titres habituels, ce n'est pas les actions comme les autres, ce sont des fonds à dividendes en fait, c'est plutôt ça. Donc dès que le prix baisse, donc du coup le dividende en pourcentage que vous allez toucher, il augmente. C'est vrai quand on regarde les dividendes au cours actuel, ne font pas trop rêver, surtout si on tient compte de l'inflation, mais après, à combien sera l'inflation d'ici 1 an, d'ici 2 ans, ça on ne le sait pas. Et si, grosso modo, les fonds, les investissements dans l'immobilier vous intéressent, évidemment, ça c'est aussi une question qu'on peut poser pour cette vidéo. Mais c'est une question beaucoup plus large, et ça va largement au-delà des sujets de cette vidéo boursière. Je pense que ces fonds peuvent être intéressants au moins pour la diversification, parce que ça vous permet en un seul clic d'investir à travers le monde, parce qu'il y a également des fonds français, il y a des fonds à Singapour, au Hong Kong, au Japon, vous pouvez investir dans plein d'endroits du monde. C'est vrai qu'il faut avoir un broker adapté. Pour ceux qui utilisent des giros, je pense qu'il faut faire attention parce qu'il dû aux frais, et justement à la gestion des dividendes qui sont souvent versés tous les trimestres, ils ont arrêté les REITs, à mon avis, ils ont arrêté même pour les particuliers en grande partie, en tout cas pour les comptes professionnels que moi j'avais chez eux, c'est pour ça que je suis parti de chez eux. Ça a été arrêté, ils m'ont même obligé de vendre mes actions, j'étais vraiment en colère contre des giros. En général, j'aime beaucoup ce broker, je trouve qu'ils sont très professionnels, ils sont très intéressants au niveau des frais. Mais quand vous payez pas cher, vous avez un service qui vient avec quoi. Donc c'est à voir, c'est à voir. Je vous conseille d'aller voir la liste des foncières cotées, soit sur mon site, soit sur d'autres services que vous avez, pour chercher des opportunités parce qu'il y a eu de gros mouvements, il y a eu de gros dégagements sur ce secteur. Et évidemment, vu qu'on aime la pierre en général en France, je pense que ça devrait vous intéresser. Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc laissez-moi des commentaires avec vos avis. Je vais lancer des sondages sur YouTube. En fait, dans l'onglet Community, en fait, vous allez trouver, il y a des sondages pour participer, pour répondre à ces questions. Comme ça nous permettra, on va dire, d'établir une certaine stratégie que nous avons dans notre communauté pour partager nos idées. Où vont aller les marchés dans les semaines à venir. Je vous souhaite tout le meilleur. Passez un très bon dimanche. À très bientôt. Bye bye.